Et nous sommes de retour au plateau. Après le journal, nous retrouvons nos invités Prosper Agouklou, Dadonora Noviekou et Honorable Boussole Obekou pour parler de notre troisième sujet, direction la République démocratique du Congo. Les rebelles ADF continuent aussi les massacres. Depuis un moment, on parle de ces massacres dans l'est de la République démocratique du Congo et on met plus l'accent sur les rebelles du M23, mais il ne faut pas oublier d'autres groupes rebelles, des centaines, plus d'une centaine du moins, qui sont toujours actifs dans l'est de la RDC. L'un des groupes qui fait aussi beaucoup parler de lui, c'est les rebelles ADF, un groupe rebelle d'origine ougandaise qui sème aussi le désordre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le groupe s'est déclaré affilié à l'État islamique et a repris ses attaques dans l'est de la RDC. Entre-temps, depuis 2021, fin 2021, les forces armées congolaises et ougandaises ont fait une coalition dans une opération pour faire taire ces groupes rebelles, mais force est de constater que ces groupes continuent quand même les opérations. Dans la nuit de samedi à dimanche, ces rebelles ADF ont mené une double attaque dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bilan pour le moment fait état de 11 personnes tuées. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Prosper Agouklou. Quand on parle des problèmes dans l'est de la République démocratique du Congo, on sait qu'il y a des centaines de groupes de rebelles, mais on parle plus du M23. Mais là, il faut faire attention, le groupe ADF n'est pas aussi à négliger. Oui, vous savez, lorsque vous me donnez la parole qu'il faut parler donc des massacres des populations africaines, ça me rend tellement triste parce que je voudrais qu'on discute d'autres sujets. Qu'on parle de victoire de Diomaye Faye. Que de venir des sujets à cœur joie, que de parler de tristesse, mais c'est l'histoire. Mais c'est l'occasion aussi d'attirer l'attention sur ces mauvaises choses qui se passent sur notre continent. Je crois que quand on parle de ce groupe rebelle qui est allié à l'État islamique, je crois que c'est Alliance démocratique. Alliance des forces démocratiques, bon non, c'est voilà, la définition anglaise. On parle même de démocratie là-bas, vous voyez comment ce mot-là est un balafre qu'on met donc un peu partout sur le visage. Donc chacun parle de démocratie, alliance démocratique et on tue. Ça veut dire quoi? Et je crois quand même que c'est tout à fait triste pour l'Afrique et souvent on attend que de ces parler donc de ces rebelles dont on fait trop de la publicité, parce que quand vous lisez les documents, ce sont des organismes médiatiques occidentaux qui mettent ces écrits-là sur place, et quand vous voyez, c'est que du mauvais pour l'Afrique, que des gens viennent à coups de machette à main blanche tuer les gens la nuit et autres là, on massacre, on témoigne auprès de certaines personnes qui viennent donner leur version des faits, on dit voilà, confirmé par le gouverneur ou bien la police de tant. Et je me demande... Prosper, vous êtes quand même journaliste, vous avez le devoir quand même de relayer certaines informations. Oui, ce que je dis... quand vous relayez les informations, vous interviewez un gouverneur, s'il le confirme, vous dites que le gouverneur, a confirmé. Je parle tout simplement de leur aspect condescendant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est ce qu'on veut attendre. Je n'accuse pas le fait d'introduire le sujet, non. Mais je dis la portée que ça a sur nos vies, nos émotions, c'est de ça que je parle. Faut-il pour autant occulter ces réalités et dire que ça va avoir une portée sur nos émotions, donc ne pas en parler au moment où des frères perdent la vie et ne pas en parler? Non, vous pensez que c'est la meilleure solution? Non, docteur Guillaume, pour moi c'est de la tristesse. En parlant de cela, c'est ce que je dis. Et quand on nous révèle ces choses-là, nous sommes obligés d'en parler, de ces massacres-là sur des populations. Je me mets souvent dans la peau de ces gens-là qui souffrent. On dit que la nuit, des rebelles arrivent pour aucune raison, avec des machettes, des trucs là, on coupe la tête, on jette. Que font les gouvernements? Que font nos gouvernements pour pouvoir protéger? Alors que vous allez voir, quand un président est élu, il amène la Bible, le Coran. Moi, je crois que tout ça là, pour moi... Est-ce parce qu'on a apporté la Bible et le Coran que les ADF Je voudrais tuent les gens? parler donc des présidents, enfin de ceux qui sont élus. Ils jurent sur ces documents-là et après, on laisse toutes choses passer. Qu'est-ce que le gouvernement congolais fait pour pouvoir... éradiquer ce mal, à protéger les populations, puisque dans les constitutions, on dit que le président est le garant de la sécurité des populations. Mais après,
on voit que ces populations sont laissées pour leur compte. Ils sont obligés de se débrouiller. Et depuis que ce mouvement-là est né, depuis 1995, qu'il s'est porté à l'est donc du Congo, on n'est jamais arrivé donc à arrêter ces mouvements. Et il a fait alliance. Entre-temps, son leader était mort, Jamil Mukulu, qui a fondé ce mouvement, n'est plus. Il a été donc tout simplement remplacé par un autre qui continue de son indépendance vis-à-vis donc du pouvoir congolais et qui massacre les peuples. Maintenant, on ne fait que constater quelle action on met en place. La plupart du temps, l'ONU met en place, donc on a la MONUSCO au Congo. Que fait la MONUSCO pour pouvoir aider à ce que l'on puisse empêcher ces massacres-là? Et vous l'avez dit tout à l'heure, ce ne sont pas les ADF seuls. Il y a aussi le M23 et d'autres mouvements rebelles qui sont dans la zone. On ne fait que, c'est-à-dire raconter, faire leur propagande, ça agir. Ce n'est pas de notre ressort. Nous, on n'a rien à faire que de relayer l'info. Mais ceux qui ont la possibilité, le pouvoir de pouvoir diriger, la dernière fois, Félix Tshisekedi a encore prêté serment sur la Bible et le Coran, disant qu'il va sécuriser le Congo. Il a même parlé de mettre en place un certain nombre de dispositifs militaires pour aller combattre le M23. Si le M23 qui est là commet des aberrations, des crimes, des tueries, et que l'on n'arrive pas à les contenir, à les chasser, à lutter contre eux, je crois quand même que c'est tout à fait triste qu'on en parle tous les jours. Moi, je salue tout simplement la mémoire de ces gens-là. L'ONU vient, on ne voit rien. L'Afrique met en place entre-temps, vous vous rappelez que la sous-région même a mis en place un certain nombre de dispositifs militaires conduits par l'Ouganda. On en est arrivé jusque-là. Maintenant, c'est la SADC qui opère dans la SADC, voilà. Il n'y a rien. Donc, Dr Guillaume, c'est simplement que j'exprime mon émotion, ma tristesse sur les faits. Qu'est-ce qu'on va faire pour que nous soyons tout simplement proches de ces gens-là et aider à ce que ces massacres n'aient pas lieu. Nous, au Togo, on est en paix. Vous et nous, on est venus ici tout de suite pour parler. Après, on repartira. On n'est pas aussi en paix parce qu'il y a le Nord Togo aussi. Oui, non, vous et nous ici. Si okay, là, on va repartir tout de suite sans problème. Maintenant, corroborer avec le Nord, je crois quand même qu'on doit chercher des solutions pour éradiquer ce mal-là, le djihadisme. Je ne sais pas si c'est le djihadisme ou le terrorisme qu'on doit dire. Donc, on doit tout faire pour que nous puissions trouver les voies et moyens pour éradiquer. Mais n'attendons jamais de l'Occident qui viendra nous aider. C'est à nous de lutter contre ces gens-là et de les protéger. On nous parle de pauvreté parfois. Moi, je dis que ce sont des anguilles sous roche. C'est pas parce que quelqu'un a fait qu'il va aller tuer l'autre. Ça aussi, il n'y a pas de cohérence. Donc, je crois que la balle est dans le camp de nos gouvernants. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou, honorable. Les ADF sont aussi l'un des nombreux groupes qui opèrent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce groupe a mené une double attaque dans la nuit de samedi à dimanche. Le bilan fait état de 11 personnes tuées. On sait que le groupe n'est pas à une première opération. Depuis 2021, la RDC, avec ses forces armées, mène une opération dans l'Est de la République démocratique du Congo, proche de la frontière ougandaise, en complicité avec les soldats ougandais, pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles ADF, mais il force de constater qu'ils opèrent toujours sur le terrain. Oui, ils opèrent toujours sur le terrain. Les ADF, vous venez de le dire, c'est un groupe rebelle, mais leur manière de faire et leur système relèvent plus du terrorisme que de la rébellion. Et puis, ils sont aussi affiliés à l'État islamique, donc c'est finalement le terrorisme. Il faut les traiter comme tels, il faut les considérer comme tels, parce que les gens qui égorgent, qui amputent leurs concitoyens, bon, je ne sais pas, et ce qu'ils cherchent, leur objectif, alors que les rebelles, le groupe rebelle M23 par exemple, je ne dis pas que c'est bien, il faut les combattre aussi, il faut les déplorer, c'est déplorable que ces rébellions-là, c'est déplorable, mais par rapport à la manière dont le groupe M23 ou ADF M23, je parle de M23, et ce groupe-là
c'est comme s'il a des comptes à Une rendre avec le revendication. gouvernement. Ok. Et il cherche quand à même discuter avec le voilà, gouvernement, ce que le gouvernement refuse. Et c'est ce que fait, entre guillemets, le gouvernement de la RDC qui ne plaît pas à certains citoyens de la RDC qui ont pris les armes au lieu de passer par la voie des discussions politiques. Politique. Ils ont pris les armes. Mais par rapport aux ADF, c'est purement leur manière d'agir, c'est purement le terrorisme. Et bon, c'est déplorable quand même qu'on prenne les armes et qu'on se dit affilié à un groupe terroriste et qu'on massacre les concitoyens. Et ça, je me dis que le gouvernement de la RDC est quand même, comme vous venez de le dire, avec le gouvernement de l'Ouganda, ils ont fait quand même coalition pour combattre ce groupe djihadiste. Mais force est de constater qu'ils n'arrivent pas à bout de ce groupe parce que, je le dis, ils opèrent comme des terroristes. Et ils ne mènent pas une guerre aussi conventionnelle comme par exemple le groupe rebelle M23. Mais ils sont dans une logique de guerre asymétrique, donc c'est très difficile de les contenir. Et ils s'en prennent plutôt à la population pour faire mal au gouvernement. Alors que quand vous prenez le groupe M23, ils cherchent toujours à affronter l'armée régulière. Donc au fait, c'est le terrorisme. Bon, ils tuent des civils, il ne faut pas aussi. Oui, bien sûr, mais c'est des massacres de civils. Mais je vous dis qu'il y a une grande différence entre la manière d'opérer de M23 et le groupe ADF qui a publiquement fait allégeance à un groupe terroriste. Ça veut dire qu'ils sont des groupes terroristes. Ils sont un groupe terroriste et il faut vraiment les traiter comme tels et les combattre comme des terroristes. Et je crois que c'est ce que l'armée ougandaise et l'armée congolaise se réunissent pour le faire, mais ce n'est pas facile. Depuis 2021, ils sont là-dessus, mais ça ne Quand vous pas prenez grand-chose. par exemple le Mali, les djihadistes, l'État malien combat les djihadistes depuis plus de 15 ans. Depuis 2013. Voilà, au niveau du Niger, ça fait plusieurs années aussi. Plusieurs années. Au niveau du Burkina plusieurs années vous aussi. savez que ce n'est pas du tout facile. Combattre, et chez nous au Togo, et ça fait 2 ou 3 ans maintenant, mais on n'est pas encore arrivé à bout du terrorisme, bien que nous les avons repoussés. Ils ne sont plus sur notre territoire, ils mènent des incursions pour venir semer de la désolation, mais actuellement ils sont contenus. Mais quand le terrorisme rentre dans sur votre territoire là, c'est très difficile de les éradiquer, de les booster hors de votre territoire, mais il faut toujours les combattre. Et c'est ce que la RDC essaie de faire. Et il faut aussi que la RDC, moi je le dis, à mon humble avis, manque de moyens militaires, de la stratégie, sur le plan stratégique aussi, manque de moyens pour pouvoir combattre ces groupes rebelles-là et surtout ces groupes terroristes. À l'instar du groupe ADF. Et surtout, comme Prosper l'a dit, moi aussi je suis à chaque fois écœuré de voir ces morts et ces atrocités, surtout quand on prend les armes blanches pour égorger et amputer des semblables comme ça se fait. C'est quand même déplorable et c'est écœurant. Et vraiment vivement que un jour que nos gouvernements et nos gouvernants puissent arriver à bout de ces groupes terroristes-là qui sèment de la désolation partout en Afrique et ailleurs. Dado, que dites-vous de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo? Ces derniers temps, on a beaucoup plus parlé du M23, mais il ne faut pas oublier aussi les ADF qui sont toujours là et qui continuent pas à faire des massacres. Oui, alors comme les autres l'ont dit, d'abord c'est une situation assez déplorable. Déplorable parce que... comment vous le dites, la situation, voilà, ça, en RDC, malheureusement, fait des morts. Il y a des actions en termes de contre-riposte qui sont faites, mais on a l'impression tout simplement que ces actions manquent de consistance. Et je crois que je l'ai déjà dit ici, il y a, si je ne me trompe pas, 2-3 semaines,
toujours par rapport à la RDS, en disant que la RDC, pardon, en disant que aujourd'hui le grand challenge en Afrique par rapport au terrorisme, par rapport à l'extrémisme violent, je crois, à mon humble avis, c'est la consistance dans l'action. C'est-à-dire, on sait ce qu'il faut faire, mais est-ce que les moyens suivent? Parce que vous parlez de terrorisme, et qui parle de terrorisme dit une situation non maîtrisable. C'est pas évident. Et donc, ça veut dire qu'il faut une approche holistique qui ne prend pas que seulement l'aspect militaire. Et donc, cet aspect, il y a aussi l'aspect souple qui voudrait aussi faire des communautés des alliés. Parce que ces personnes, en fait, vivent dans nos communautés et ils viennent d'une communauté, ils viennent d'une famille, des familles. Et parfois, c'est ça qui rend compliqué la lutte parce que, à un moment donné, vous les confondez à la population. Et donc, ça veut dire qu'ils sont dans la population et ils sont contre la population au même moment. Et donc, ce n'est pas juste l'aspect militaire qui va le faire, mais aussi il y a les approches douces, comme on les appelle souvent, à travers l'éducation, à travers la formation, à travers les sensibilisations. Et par exemple, au Togo, vous vous rappelez, il y a il y a 2 ans, on a lancé les numéros verts pour que les communautés puissent signaler des personnes suspectes, parce que c'est des gens aussi parfois que quand on les voit, ça donne il y a des indices qui vous permettent de savoir qu'en fait ces personnes-là ne sont pas des gens ordinaires. Et donc ça demande beaucoup d'énergie, en mine de rien. Et quand vous n'avez pas vous ne menez pas l'action dans la durée, et si vous ne mettez pas les moyens sur tous les fronts, parfois vous avez l'impression que vous êtes épuisé, parce que eux, ils sont résistants. Et donc, il faut une forme de résilience interne, il faut une forme de résilience stratégique, mais surtout mettre les moyens à tous les niveaux. Ce n'est pas juste un aspect qu'il faut voir, mais il faut voir tous les volets. Et ça amène naturellement aussi à se poser la question, est-ce que ces pays ont bâti la stratégie de lutte? Parce qu'il faut, c'est pas du copier-coller. Ce qui se passe en RDC n'est pas forcément la même chose dans le Sahel. D'ailleurs, c'est pas la même chose dans les pays de la côte. Et donc, il faut une stratégie adaptée. Et en restant convaincu que nous sommes face à une situation qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de moyens, mais il faut coordonner tout ça. Mais au même moment, parfois, vous voyez, les personnes à qui on confie comment on dit ça, qu'on confie ces dossiers à gérer, au même moment, c'est des personnes qui sont aussi sur d'autres responsabilités. Et donc, quand l'énergie à mettre est faible, le résultat peut pas venir. Il faut qu'on ait des actions conséquentes, des actions dans la durée, mais coordonnées. Il faut qu'il y ait vraiment une action holistique. Maintenant, pour terminer, je dirais que il faut pas oublier que les ADF, c'est d'abord en Ouganda, ce n'est pas en RDC. Maintenant, la question est de savoir... C'est pourquoi l'Ouganda mène une opération conjointe avec la RDC. Mais la question, c'est quel est le degré d'intensité de l'action. C'est-à-dire qu'on fait l'action, mais est-ce que c'est consistant? C'est là que tout se joue. Alors que ceux-là, ils sont convaincus de quelque chose, ils savent là où ils vont, et ils mettent toute l'énergie. Mais est-ce qu'en face, on met toute l'énergie? C'est en fait ça pour moi un premier challenge. L'autre élément, on parle de la RDC et on parle de l'Est de la RDC. L'Est de la RDC est riche en ressources naturelles. Et donc ces personnes-là, les terroristes, on sait que pour faire fonctionner leur système, ils cherchent quoi? Les moyens. Et donc, ils luttent aussi pour pouvoir avoir possession des ressources, pour continuer à alimenter leurs mécanismes, à rendre fort leurs équipes. Donc, c'est stratégiquement qu'ils se sont positionnés au niveau de la RDC. En résumé, ce combat est là depuis pratiquement 30 ans. Et ce n'est pas impossible. Je crois que c'est une question de conviction et de consistance de l'action du côté de la RDC et de l'Ouganda en tant qu'État. Il faut que l'action soit plus consistante et qu'on y croit qu'on peut y mettre fin. On a vu des cas pires comme ça aux États-Unis, les sectes mais à un moment donné, on a dit non, il faut mettre fin à ça. Ils ont mis fin. Donc, ce n'est pas impossible. Il faut juste y croire et mettre les moyens et aller jusqu'au bout. Il ne faut pas relâcher en chemin. Vous relâchez en chemin, eux, ils ne relâchent pas malheureusement. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.